Bonjour, ici Tania Neveu, bienvenue à 100% Témis. Aujourd'hui, on rencontre Jean-Yves Parent qui nous parle du patrimoine religieux. On vous propose un reportage sur les Soft Girls du Témiscamingue. C'est le retour de la carte estivale avec un reportage sur la foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. Et en musique, on se déplace à l'atelier Blue Bayou, de Ville-Marie. Mais tout d'abord, notre premier invité est biologiste et ferait présentement un doctorat sur un animal méconnu. Accueillons Ambroise Lick. Bonjour. Bonjour. Un doctorat, une thèse sur la petite nyctale. Oui, Qu'est-ce que la petite nyctale? Bien, pourquoi d'abord avoir décidé de faire un doctorat et là-dessus aussi, là? Bien, en fait, ce qui m'intéresse plus que la petite nyctale, en fait, la nyctale, c'est vraiment intéressant comme petit oiseau, mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est en fait de voir comment allier nos activités forestières et la protection de la faune. Donc, on a besoin de bois. On a besoin, tu sais, ici, le Témiscamingue, on est une région qui produit beaucoup de bois et tout ça. Mais de l'autre côté, comment est-ce qu'on peut avoir un moindre impact sur la faune? Donc, essayer d'allier les deux. Puis, justement, mon doctorat porte sur ça. J'ai aussi travaillé là-dessus à la maîtrise, donc en recherche. Et là, au doctorat, je continue et on ne peut pas étudier toute la faune. Tu sais, on ne peut pas tout étudier les espèces en même temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les espèces qui nous donnent une bonne idée de l'état de l'habitat. Donc, la petite nyctale, c'est intéressant, ce petit chouette-là. Oui, c'est ça, c'est une petite chouette. Là. Une belle si petite on chouette. veut se l'imager, là, on va avoir des images aussi qu'on va pouvoir montrer aux gens. Là, C'est un oiseau très, très cute. Oui, je l'ai les vu, enfants trippent sur les nyctales puis tout ça. Mais c'est pas pour ça qu'on l'a choisi, en fait. C'est parce que c'est une espèce qui est associée aux forêts plus vieilles, plus matures. OK. Donc, et ce qui arrive, c'est qu'avec nos forêts québécoises, avec l'exploitation forestière qu'on en fait, on la rajeunit. Donc, notre forêt, au lieu de vieillir, est rajeunie parce qu'on se retrouve avec des peuplements de plus en plus jeunes au détriment des vieux peuplements. Donc, toutes les espèces qui sont associées aux vieux peuplements, comme la petite nyctale, se retrouvent à avoir de moins en moins d'habitat. Fait que ce qu'on fait, c'est ça. C'est qu'on on veut maintenir ces milieux-là, mais à quelle proportion pour garder l'espèce? Fait que c'est pour ça qu'on choisit la petite nyctale. La petite nyctale, est-ce qu'on la retrouve ici au Témiscamingue? Oui. Encore. Moi, je travaille principalement à partir de relais, un peu partout en Abitibi-Témiscamingue, mais à partir de relais jusqu'à Nord-Métal, donc un très gros territoire, où j'ai des boîtes, en fait, des nichoirs de petites nyctales réparties partout. Puis, mais on en a beaucoup au Témiscamingue, même un petit peu plus même que dans le Nord. C'est un oiseau qui est nocturne, fait qu'on ne le voit pas beaucoup. Oui, c'est ça. On l'entend, par contre. Au printemps, si on porte attention en forêt, on l'entend fréquemment, là, on entend les mâles chanter pour attirer les femelles. Parce que les mâles, comment ils charment une femelle chez la nyctale, mais en fait, ils vont prendre une cavité. Ils vont prendre souvent, naturellement, ils vont aller prendre un trou de pic, un ancien trou de pic. Ils vont aller dans la cavité, puis ils vont chasser tout plein de rongeurs. Donc, des souris, des mulots, des choses comme ça. Ils vont tout ramener ça dans la cavité et ils vont chanter à côté d'une cavité pour attirer une femelle. La femelle s'en vient à la cavité, elle voit ça, elle dit « Ah, Pingo, c'est un bon mâle, il me rapporte plein de bouffe, donc elle va s'installer. » Fait que c'est un petit peu comme ça, la cour chez les nyctales. Tu l'as bien dit, au début, on est une région forestière. Il y a plusieurs personnes qui vivent de l'industrie forestière. Et même personnellement, chez nous, on en vit parce que mon conjoint travaille dans la forêt. Est-ce que... Dans tes recherches que tu fais depuis un an, c'est ça que tu me disais que tu travaillais là-dessus? Oui. Est-ce que déjà tu peux déterminer que les coupes forestières, les pratiques forestières qu'on utilise au Témiscamingue ont de l'impact sur la survie de la petite nyctale ou sur le développement? Souvent, on a tendance à dire « Ah, toute coupe forestière, c'est pas nécessairement... Toute la faune, on n'aura plus. » En fait, il y a bien des espèces qui sont favorisées par la coupe forestière. Si on pense juste à l'orignal. Oui. L'orignal, dans un contexte où il aime les forêts en régénération, puis tout ça, on le sait, les parterres de coupe qui viennent d'être coupés quelques années après, l'orignal va aller brouter les petites tiges, puis tout ça. Pour la petite nyctale, en fait, oui, en ce moment, on n'a pas vraiment d'indication qu'elle se retrouve à descendre au niveau de sa population globalement. Mm-hmm. On sait que ça a probablement de l'impact et on sait qu'elle est capable de s'adapter un peu. Mais jusqu'à quel point? Puis c'est justement pour ça qu'on fait la recherche. C'est pour voir un petit peu jusqu'à quel point elle va être capable de s'adapter pour se donner des indicateurs. Des indicateurs de dire, bon, bien, si on maintient, par exemple, des chicots, on en parle souvent au niveau forestier, on dit on va maintenir des chicots.
C'est pas pour rien, c'est parce que ces chicots-là ont une valeur faunique bien importante. Pour des espèces comme les pics, pour des espèces comme des chicots qui vont être au sol, ça va être pour la martre ou des choses comme ça. Donc, c'est des structures comme ça qui vont faire qu'on va les garder, qui vont avoir un bénéfice pour la faune. Mais de l'autre côté, bien, c'est combien qu'il faut en garder? Est-ce qu'il faut en garder un par hectare ou il faut en garder 4, 5, 6, 7, 8, 9? Fait que c'est ça qu'on essaie de calibrer pour après ça donner de l'information fiable et solide auprès des gestionnaires de la forêt, des compagnies et tout ça, pour leur dire, bien, regardez, si vous jouez dans telle braquette, en maintenant tel attribut de nos forêts, bien, on va limiter l'impact. Ça ne veut pas dire de ne plus couper, ça veut peut-être dire de couper un peu différemment. Comme on le fait, tu sais, les pratiques forestières ont beaucoup évolué dans les dernières années, puis ça s'est beaucoup amélioré, puis tout ça. Mais c'est toujours un peu dans ce souci-là qu'on se dit, bon, bien, comment est-ce qu'on va orienter les choses pour continuer à couper du bois? On en a besoin, mais avec un moindre impact. Bien, c'est ça. Puis on en parlait en équipe avant d'entrer en onde. On se disait, on se demandait est-ce que Ambroise va se positionner contre les coupes forestières et tout ça. Mais dans le fond, ce que j'en comprends, c'est pas de se positionner, mais dans ce doctorat-là, est-ce que tu vas pouvoir dégager des recommandations? Ou, C'est toujours ce qu'on espère. Oui. Quand on fait un doctorat comme ça, c'est toujours ce qu'on... Bien, en fait, moi, ce qui a fait que je suis allé vers un doctorat, ce qui a fait que je suis allé en recherche et tout ça, comme à la maîtrise quand j'étais en recherche aussi, le but, c'est justement d'arriver avec des éléments concrets qui vont pouvoir aider les gouvernements, mais l'industrie forestière à adapter ses pratiques. Moi, je me suis jamais vu contre un anti-forêt ou quelqu'un qui est contre l'industrie forestière. On a besoin. On a besoin de papier, on a besoin de bois. C'est ça. On est Ça répond à des... Oui, on est sur un patio de bois ici. Là. Il faut aller le chercher. Puis, comment est-ce qu'on peut se donner des pratiques qui vont nous maximiser nos gains en bois pour minimiser l'impact sur la faune? Oui, il y a des choses qui sont faites au niveau au niveau faunique, au niveau forestier, tout ça, qui n'ont pas d'allure. Oui, des fois, il y en a encore des choses qui se font qui n'ont pas d'allure. Il ne faut pas se le cacher. Mais de l'autre côté, il y a plein de bons coups. Puis, tu sais, moi, je ne suis pas payé par des forestières ou quoi que ce soit, mais il y en a des bons coups. Puis souvent, on a tendance à un petit peu plus les éclipser derrière des mauvais coups qui se font à gauche, à droite. Parce que Tembec, si on prend notre principal exploitant ici, a quand même une très belle approche au niveau de sa certification et tout ça au niveau forestier. Ils font quelque chose de plus. Puis des fois, bien, on le valorise pas assez, des fois, je trouve. Mais on met le focus sur les mauvais coups, puis des fois, ça arrive, puis il y en a encore, puis il va en avoir encore, mais il faut essayer de voir un peu... C'est vrai ce que tu dis, puis c'est intéressant aussi de valoriser. Bien, dans plusieurs secteurs d'activité, ce qu'on fait, c'est on cogne sur le clou des mauvais coups, puis on valorise pas non plus les bons coups. Combien de temps ça va te prendre, tout ça? Est-ce que tu t'es donné un objectif pour dire je vais remettre mon travail? Bien, normalement, c'est un travail qui s'échelonne sur 3 ans. OK. 3 ans, mais on travaille avec du vivant. Fait que le vivant, bien, des fois, ça ne réagit pas comme on le souhaiterait. Comme on sait que les petites nyctales, ils sont cycliques. Ils sont cycliques à peu près à tous les 4-5 ans. C'est pas clair. Mais il y a une année, ils vont être en très, très grand nombre, puis une autre année, ils vont être en beaucoup plus faible nombre. En fait, ils vont se déplacer dans d'autres secteurs. Et c'est causé par leur nourriture, par les petits mulots, qui sont aussi cycliques. Le campagnol à dos roux est très cyclique d'une année à l'autre. À tous les 4 ans, il va avoir un pic d'abondance et des creux. Puis, bien, il y a des années, donc, on n'a pas de nyctales ou très peu. Puis c'est le cas cette année. OK. Donc, là, tu es dépendant un peu de la population de nyctales. Là, oui. Oui. Donc là, ça, bien, ce que ça va faire, c'est probablement prolonger un peu mes travaux parce que, bien, là, tu as une équipe de travail, tu as tout ton dispositif, tout est prêt. Puis, bien, t'attends parce que là, ça ramasse la poussière puis tu n'en as pas assez. Puis, dans un processus scientifique comme ça, on ne peut pas se baser sur une nyctale, 2 nyctales. Il faut avoir un échantillon suffisamment grand pour avoir des conclusions robustes, des conclusions qui ne pourront pas dire, bon, non, c'est juste que tu as eu des erreurs au niveau de ton projet de recherche ou quoi que ce soit. On veut quelque chose de solide qui permet, après ça, de bâtir une réglementation ou de bâtir des orientations plus solides aussi, là. C'est merveilleux. Tu reviendras nous en parler dans quelques années, 2 ans, pour nous donner peut-être un peu le bilan de ce doctorat-là et les recommandations. Bonne chance dans le travail qui s'en vient avec les petites nyctales et tout le reste. Et merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Alors, on se dirige à l'atelier Blue Bayou de Ville-Marie pour rencontrer Francine et ses invités. Lend your ears, lend your hands, lend your movement, anything you can. Come to teach, come to be taught,
holiness in the image of God, 'cause you can be like that, with all that humbleness and all that respect. I cry for the creatures who get left behind, but everything will change in the blink of an eye. And if you wish to survive, you'll find the God inside. Aloha, aloha, ke akua, ke akua. Aloha, aloha, kuriana, kuriana. If you knew what you were for and how you became so informed, bodies of info performing such miracles. I am a miracle made up of particles, and in this existence I'll stay persistent, and I'll make a difference, and I will have lived it. Aloha, aloha, ke akua, ke akua. Aloha, aloha, kuriana, kuriana. Each day that I wake, I will praise, I will praise. Each day that I wake, I give thanks, I give thanks. And the day that I don't wake up and transcend the holy makeup, I am capable, I am powerful. The day that I don't wake up and transcend the holy makeup, I am on my way to a different place. Aloha, aloha, ke akua, ke akua. Aloha, aloha, kuriana, kuriana. Aloha, ke akua, ke akua. Aloha, kuriana, kuriana. De retour à 100% Témis, je vous rappelle qu'on est diffusé en simultané sur les ondes de CKVM le dimanche à 18 h. On conclut notre série de chroniques sur le patrimoine avec le patrimoine religieux. Bonjour, M. Parent. Bonjour. Patrimoine religieux, on s'en parlait, il doit y avoir des vestiges religieux dans chaque municipalité au Témiscamingue ou à peu près. Bien, on ne peut pas parler de vestiges parce que beaucoup de ces choses-là sont encore utilisées. Oui, C'est pas vrai. des antiquités ou des ruines. Là, tu sais. C'est à peu près le seul type de patrimoine mobilier on a parlé de l'immobilier. Oui. Dans le mobilier, en fait, Donc, ça se déplace. c'est les choses qui se déplacent. Et c'est à peu près seulement des choses religieuses qu'on retrouve ici au Témiscamingue, dans le patrimoine mobilier. Et si vous allez dans à peu près toutes les églises, vous allez trouver des calices. Certains ont été burinés avec le nom du donateur, puis ça date des années 1900. Vous allez retrouver, par exemple, à Ville-Marie, dans l'église, il y a une statue qui pèse à peu près 400 livres au-dessus du maître-autel,
qui date de 1880 à peu près, qui avait été donné à la mission Saint-Claude, qui a été apporté à la première église de Ville-Marie en 1887. Et quand l'église a passé au feu en 1957, on l'a sauvé des flammes. Quand on a reconstruit l'église, on l'a remis à sa place. OK. Donc, oui, c'est des choses comme ça qu'on retrouve un peu partout. Donc, il y en a dans toutes les églises. Mais il y en a qui sont encore utilisés, comme il peut y avoir Oh oui, Je suis pas très bonne avec les les mots, vases là. sacrés sont souvent utilisés. Parce que ce sont des vases quand même qu'on a payés assez cher, Ben, c'est ça, c'est d'une même à grande valeur. l'époque. Et puis, vous allez retrouver les statues, bien, on les retrouve dans Ouais, les c'est églises, donc ils sont encore utilisés. Les chemins de croix, par exemple, celui qu'il y a à l'église de Ville-Marie, évidemment, il date de 1960 parce que l'église a été reconstruite, mais c'est un chemin de croix qui a été fait par l'artiste Philippe Scrive, originaire du Témiscamingue, qui vit en France et qui a fait le chemin de croix. Devant l'église, si vous regardez en montant l'escalier, vous allez voir dehors, il y a une statue qui pèse 8 tonnes, qui a été faite, qui a été sculptée par l'artiste Philippe Scrive sur place, puis qu'on a ici. Donc, on en retrouve un peu Il y a des vêtements, comme j'ai trouvé dans l'église de Guigues, un manteau, toutes sortes de couleurs, vraiment multicolores. Puis, la sacristaine me dit, c'est le manteau du curé Moreau. On le retrouve dans l'exposition. On avait indiqué dessus que c'était le manteau du curé Moreau. Puis, quand l'évêque du diocèse est venu visiter, il dit, c'est pas le manteau du curé, c'est le manteau du sacristain. Ah, Parce qu'à l'époque, les sacristains, les bedeaux, les sacristains avaient un rôle très, très important dans la démarche d'une cérémonie religieuse. C'est lui qui était en avant, donc il était habillé à part, avec ce grand manteau-là. Et il y avait même son banc, à lui tout seul, à côté de la porte de sortie. À l'église de Ville-Marie, il y en avait un à l'époque. on n'a plus ça aujourd'hui, là. Hein? Non. C'est ça. Et puis le sacristain, aujourd'hui, il fait le ménage, mais dans cette époque-là, c'était la personne qui dirigeait les cérémonies. Donc, C'était prestigieux, là, comme titre. Oui, oui, puis c'est lui qui disait tu te lèves quand je fais signe, tu fais. Bon. Donc, on a trouvé ce manteau-là. D'autres objets qu'on peut avoir trouvés. Bien, il y a aussi il y a une poupée qui fait Petit Jésus, là, pour le mettre dans la crèche de Noël. Ça, on l'a trouvé à Guigues, à Saint-Bruno-de-Guigues. Elle a à peu près 18 pouces. C'est une poupée en cire. Et sa caractéristique, elle a été donnée par Mme Petosa, la première romancière au Témiscamingue, qui vivait, elle, la belle maison à côté du pont de la Loutre. Et Mme Petosa, parce que là, son nom à elle, je ne m'en souviens plus. C'est normal, Okay. C'est normal de ne pas se souvenir de Mme ça. Petosa a donné beaucoup de choses à l'Église. Et à un moment donné, elle a donné, entre autres, cette petite poupée en cire-là. Mais la légende veut que les cheveux du bébé, ce soient les siens. Ah, Donc, elle aurait pris ses elle cheveux. a fait, elle les a fait couper, puis l'artiste qui a fait la c'est ça. poupée, OK. donc, Particulier. ça fait quelque chose de particulier. Mais ça fait partie... Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Ouais, Ça c'est fait ça. partie des légendes. Il y a beaucoup de légendes dans la pratique de la religion, de toutes les religions, là. Mhm. Et, par exemple, le curé Moreau, dans les années 30, comme beaucoup de prêtres, voyageait beaucoup parce qu'évidemment, il y avait plus de moyens que le simple particulier. Alors, il était à quelques reprises, il est allé à Rome. Il faisait un voyage à Rome et au moins une fois, il est allé en Palestine pour faire un pèlerinage là où Jésus a vécu. Parce qu'on disait qu'il était allé en Palestine parce qu'Israël, ça n'existait pas. Non, oui. Israël a été créé en 1948, donc avant ça. Et il est revenu avec 3 clous. Des clous d'à peu près 6 pouces, des clous en métal forgé. Et si on regarde la note qui accompagne les clous, parce que évidemment c'est dans une boîte précieuse dans la sacristie, et c'est indiqué que ces clous sont identiques aux clous qui ont servi à crucifier Jésus-Christ sur la croix. OK. Disons que j'en doute, là, mais lui, il marque ça. Et puis, on dit aussi qu'il a touché à un des vrais clous. OK.
Donc, puis le curé se promenait avec ça à l'époque, puis parce qu'il faisait la visite dans les écoles, et puis il l'apportait, puis il montrait ça aux enfants. Voyez-vous, il y a le côté religieux, il y a le côté un peu naïf, crédule. Des fois, c'est pas toujours bon de le dire, mais on le retrouve quand même dans ça. Donc, on voit quelque chose qu'on conserve au point de vue patrimonial, mais c'est relié, puis pas à la religion, tu sais, mais il y a quelque chose. Un autre exemple d'objet qu'on retrouve, ici à Notre-Dame-du-Nord, on a... C'est le tabernacle, c'est ça? Un tabernacle. La première église qui a été construite, bien, c'est celle-là, ici, qu'on a aujourd'hui, en 1922. On avait commencé à la construire juste avant le feu, mais quand le feu de Haileybury est arrivé, c'est la seule chose qui n'a pas brûlé dans le village, le restant a brûlé. Et puis, l'église n'était pas grande comme aujourd'hui. Alors, on avait, à l'époque, on était pauvres, on avait un tabernacle en bois avec un peu de... Parce que l'intérieur des tabernacles se trouve en soie avec de la broderie. Et puis, celui-là, il y a de la broderie, de la soie, mais il était en bois, donc pas très, très beau. Et en 1900, là, je donne les dates à peu près. En 1940, le curé Côté fait agrandir l'église et la modernise. Donc, ça lui prend un nouveau tabernacle. Remarquez que le premier de 1922, il existe toujours. Je l'ai vu, il est dans le garage du presbytère. Donc, là, ce tabernacle-là, sa particularité comparée aux autres, parce qu'un tabernacle, normalement, c'est une boîte cubique, à peu près 18 pouces, 18 pouces, 18 pouces, tout en métal, doré, et puis souvent, c'est martelé, puis il y a on voit des images de saints, on va voir aussi souvent la lettre alpha et oméga, qui est le symbole de l'éternité. On retrouve ça. Et lui, le curé, ce qu'il a fait faire, il a fait venir, je ne sais pas où il l'a acheté, mais c'est comme un silo ou une fusée, si on veut. Ça a 36 pouces de haut, c'est à peu près une quinzaine de pouces de diamètre. Donc, c'est quand même rare parce que c'est un tube sur un pied avec une petite porte, parce qu'on faut mettre les hosties, les calices, les ciboires. Et sur le dessus, il y a une petite toiture avec une croix. Donc, c'est quand même quelque chose de rare. Oui. Mais on l'a encore ici à Notre-Dame-du-Nord, mais il est caché dans le fond d'une armoire. Parce que donc, depuis, on a rénové. Celui-là, je l'ai trouvé parce que, en fait, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Je voyais des affaires dans le fond de l'armoire, mais je n'osais pas me rendre jusque-là. Mais le bedeau, il dit « J'ai quelque chose pour vous, monsieur. » Puis il a grimpé, puis il est allé me le chercher. Fait que c'est comme ça qu'on a pu l'identifier. Puis c'est une paroissienne ici qui m'a raconté l'histoire du tabernacle. Maintenant, le tabernacle qu'il y a ici a, lui aussi, une particularité. Évidemment, il y a ses petites portes en avant, mais il y a une porte en arrière. Donc, quand les gens veulent donner la communion, ils ne sont pas obligés d'aller, donc ils peuvent passer par la porte arrière. Donc, c'est un autre exemple de patrimoine, parce que c'est étroitement relié à l'Église, à la paroisse d'ici. De Notre-Dame-du-Nord. C'est ça. C'est comme ça, ces choses-là. Puis il y a les croix de chemin. Il y en avait partout. Évidemment, il y en a de moins en moins. À Saint-Bruno-de-Gué, il y en a une dizaine. On en retrouve plusieurs à Lorrainville et dans Duhamel-Ouest. Ailleurs, c'est plus rare. Ces croix-là, il y en a aussi. Il y a des croix qu'on pourrait appeler votives, qui ont été construites parce que Dieu nous a accordé une grâce quelconque. À Figerville, il y en a une, c'est la croix sur la montagne, la croix de l'influenza. Je vais être obligée de vous arrêter. Oui. C'est trop bon en religion. Oui, bien c'est ça. On se rend bien compte que le patrimoine religieux, on pourrait en parler encore plus longtemps. Il y a beaucoup de choses. Bien, c'est ce que je me rends compte. Puis il y en a quelques-unes de ces choses-là qui sont dans le livre Lumière sur un patrimoine méconnu. Oui. Donc, on pourra le consulter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes un véritable passionné de l'histoire, certainement. Et vous avez une très bonne mémoire, soit dit en passant. Merci. Merci, M. Parent. Ça fait plaisir. D'ailleurs, je vous invite à regarder la prochaine édition du Journal Le Reflet, puisqu'il y aura un dossier complet sur le patrimoine religieux. C'est à ne pas manquer. Nos deux prochaines invitées sont des soft girls. Je vous présente Claudel Rivard, Chloé Beaulé-Poitras. Bonjour les filles. Bonjour. Donc, soft girls, des femmes douces,
moelleuse, je sais pas. Relax. Ouais, soft comme dans relax et Ouais. comme dans softball, bien sûr. Oui, c'est ça, donc de la balle molle. Vous êtes 2 joueuses de balle molle. C'est dur à dire, balle molle, mais qui sont les joueuses de balle molle au Témiscamingue? Combien vous êtes? Dans le groupe Facebook, parce que ça, c'est quelque chose qui Qui est se parti passe de Facebook, là. tout à fait. OK. Donc, c'est vraiment juste des filles qui ont envie de jouer à la balle. On est 70 sur le groupe, mais des actives, on dirait plutôt une trentaine de joueuses. Ouais, à chaque année, parce que ça fait depuis 2013 que ça existe. Puis, il y a du recrutement. Tu sais, il y en a qui, en 2013, ont fait une année sans jamais revenus, mais il y a toujours des nouvelles à chaque année là, qui arrivent. Puis, tu sais, il y en a qui ont 18 ans, il y en a qui ont 40 ans, là. C'est Tout ça, à hein? fait. Il y a entre autres, on a vu surtout des nouvelles mamans qui venaient d'accoucher, qui avaient le goût de retrouver une vie sociale. Il y a des adolescentes qui reviennent l'été, des adultes aussi qui reviennent l'été, qui sont aux études, qui viennent jouer. C'est un peu ça? Oui, vraiment, c'est je dirais un panorama, un échantillon de tous les types de femmes qui existent au Témiscamingue. Ce qui les rallie, c'est l'envie de décompresser un soir de semaine. Et la balle, bien, ça s'y prête bien. Tu sais, c'est à la fois social et à la fois amusant. Là. Il y a Est-ce que c'est sportif? Oui, quand même. Dans les premières années, vu que le fonctionnement était un peu différent, les gens qui veulent venaient aux rencontres, on choisissait les équipes sur le tas. Maintenant, c'est vraiment des équipes. On joue un peu plus compétitive. On joue maintenant Ouais. contre Onaway, le Nord aussi. OK. Puis ça crée, on a chacun nos positions. On essaie de se perfectionner puis de commencer à faire un peu plus de championnat aussi. De championnat compétition, je sais pas. de tournois. Tournoi. Des tournois, oui. Ça reste que c'est accessible parce que moi, je suis vraiment pas une fille sportive dans la vie et ni une fille de compétition. Puis Donc, tu moi, le j'y fais. vais vraiment pour l'aspect social, mais d'un autre côté, ça m'amène à bouger, ça m'amène à me dépasser un peu parce que, faut le dire, là, quand on arrive au bâton, là, la balle, elle peut soit tu peux swinguer dans le beurre ou tu peux la frapper. oui. Tu sais, donc, il y a ce côté-là de se dépasser puis dire, bon, là, je vais essayer de la sortir. Pour ma part, j'essaie de la sortir du diamond, mais il y en a qui, eux autres, c'est des flèches. Tu sais, c'est le fun de voir ça, puis c'est la solidarité, je trouve, qu'il y a aussi à l'intérieur de ça. Oui, c'est ça, parce que, par exemple, moi, j'avais déjà joué au baseball quand j'étais au primaire et j'étais la fille au bal. C'est-à-dire que quand j'arrivais au bâton, je ne bougeais pas et j'attendais d'avoir des balles au but. OK. Puis c'est toujours comme ça, je me rendais sur les buts. Mon coach m'avait dit « Essaye pas, t'es pas capable de battre de toute façon, fait que reste comme ça. » Là, non, les filles nous incitent à « OK, non, ben là, t'es pas capable de battre, essaye telle méthode, OK, là, t'es pas bien placé. » On essaie de s'encourager, puis de se donner des trucs les unes les autres aussi. Fait que c'est très convivial, très, très plaisant de jouer. En plus de jouer, vous avez réalisé un reportage sur les soft girls du Témiscamingue. On peut aller l'écouter. Merci. Merci. Ça a été né bien banalement. C'est grâce à Facebook un peu. C'est que j'étais une nouvelle maman, j'avais un enfant avec quoi, 3-4 ans. Puis à un moment donné, t'as le goût de bouger, t'as le goût de voir d'autres femmes sans que ça soit relié au bébé. Puis j'avais marqué sur Facebook bien banalement que j'avais donc le goût de jouer au baseball. Puis là, j'ai une de mes amies dans le temps, Valérie Martel, qui avait dit « Ah, moi aussi ». Fait que là, on a commencé à faire pop-ups partout sur Facebook pour se ramasser du monde. Puis on s'est ramassé une gang de filles. Puis la première année, là, on se rejoignait tous les jeudis, puis on se réunissait, on splittait l'équipe en deux, puis on jouait. Puis ça a commencé de même la première année. Tout le monde était bien content de nous décompresser. Toutes les nouvelles mamans, là, on était toutes là pour décompresser. Tout le monde virait folle tellement qu'ils étaient contents de courir partout, frapper sur une base, se défouler. Fait que, de petit peu à petit peu, là, la deuxième année, on a commencé c'était la même formule, mais on s'avait fait une équipe pour aller à un tournoi à Mont-Laurier. Fait que c'est comme un peu là qu'on a vu qu'on avait quand même du potentiel. Fait que là, cette année-là, on avait fait juste une équipe juste pour Mont-Laurier.
Puis l'esprit d'équipe, on avait aimé ça. Fait que l'année d'après, on est parti avec 2 équipes en partant. Que toutes les filles s'inscrivaient, on a splitté ça en 2. Puis les filles avaient chacun leur position. Puis là, toute l'année, c'était les mêmes équipes. Fait que là, tu vois que les filles ne veulent pas, la compétition à l'embarque. Puis tout le monde a sa position préférée. Puis le monde s'améliore. Puis on a commencé à jouer contre les réserves indiennes, le One Away. Fait que là, ça mettait encore un peu plus de challenge dans nos games. Puis c'est comme pour ça, ça a devenu un peu plus compétitif à partir de là. C'est avec le bénévolat qu'on a réussi à se ramasser des équipements. Comme les premières années, c'était Christian Beaulé, c'est lui qui s'occupe de la Ligue de softball, de gars qui nous ont donné des vieils équipements pour commencer. On a commencé avec du vieux stock, puis on est rendu avec des casquettes, des chandails, on a des kits de catch-earner, puis on évolue. D'année en année, on est tout le temps pas mal les mêmes filles. Il y a quelques nouvelles qui se rajoutent, puis ça fait juste combler des filles qui tombent enceintes et qui ne jouent pas ou quelque chose de même. Là. Mais d'habitude, on est tout le temps bonne pour faire 2 équipes à chaque année. Bien, j'ai toujours joué à la balle depuis que je suis toute petite. Là, c'est le faire en compagnie de filles qui comprennent la même chose que moi, des mamans, des filles qui vont avoir des enfants, qui ont les mêmes préoccupations, des chums, qui ont des activités aussi. Fait que c'est le fun de le faire comme ça. Je suis lanceuse. En fait, depuis que je suis toute petite, ça fait depuis que j'ai 8 ans que je joue à la balle, j'ai toujours lancé ou joué un peu au 2e but. À baseball en premier, maintenant à softball, c'est pas mal là que je me sens le plus à l'aise de jouer. Bien, la softball, en fait, là, on la joue pour les femmes, fait que ça regroupe toutes les femmes. C'est sûr qu'il n'y a pas de plus âgeux présentement dans la ligue, mais c'est le fun de voir que des jeunes, que leur père joue, qui veulent se joindre au groupe pour apprendre à jouer, pour connaître un peu les règles du jeu. Que les mères jouent, c'est super, parce qu'on sait, on est souvent à la maison, on s'occupe des enfants pendant que les pères font autre chose. Fait que le fait d'avoir un mix comme ça permet aussi de continuer la relève de ce qui a été commencé, puis d'apprendre avec les règles, puis d'apprendre les bonnes règles aussi en même temps. Bien, sûr qu'au début, tu te sens un peu gêné parce qu'ils sont toutes plus vieilles que toi, puis ils se connaissent toutes un peu, fait que tout arrive dans le tas, puis t'es gêné, puis t'es jeune, puis t'as pas trop d'expérience non plus, mais c'est une super belle gang, puis ils t'accueillent super bien, là. C'est comme une 2e famille. Ouais, depuis que je suis rentrée, là, c'est comme mes amis, eux autres, là. Je suis vraiment rentrée là-dedans. Qu'est-ce que ça t'apporte? Bien sûr que des fois, c'est du soutien, puis en même temps, tu te confies à eux, puis en même temps d'être un jeu, bien, tu sais, ça devient de la complicité entre filles, puis tout ça, là, c'est vraiment le fun. Bien, moi, c'est toute la stratégie qu'il faut que tu fasses dans le jeu. Tu sais, avant ton jeu, il faut que tu penses à qu'est-ce que tu vas faire si la balle arrive sur toi. Il faut que tu l'enlèves au premier, il faut que tu touches ton but, c'est toute la stratégie dans ma tête. Ça va vite, puis j'aime bien ça. En fait, ce que j'aime à softball, c'est un peu l'esprit d'équipe qu'on a. Si on joue contre des équipes d'extérieur, on connaît d'autres personnes, on se rencontre dans d'autres situations après, puis on se fait des saluts. C'est le fun de jouer à softball ici parce que tout le monde parle à tout le monde. Il n'y a pas de guerre, si on veut. Là. Tout le monde est avec tout le monde, puis c'est le fun comme ça. Bien, moi, ça a commencé que je suis déménagée ici, je pense, en 2013, si je me trompe pas. Puis ils commençaient, dans le fond, à faire la ligne de balle. Puis j'ai entendu parler de ça entre les branches, je sais pas exactement comment. Fait que j'ai été là, puis ça a été une belle façon de m'intégrer. J'ai été là un soir, puis j'ai connu les filles, je connaissais personne, dans le fond. Là. Fait que je veux pas, je les ai toutes connues, puis il y en a qui s'est rendu des amis proches, puis qu'on se voit aux semaines, fait que c'est super. Ça m'a permis de rencontrer plein de personnes. En fait, moi, ça fait 2 ans que je joue. Ça fait 3 ans que la Ligue a commencé. J'en avais entendu parler la première année. Mais écoute, manque de temps, pas d'adon. J'ai pas été jouer, mais à partir de la 2e année, je te dirais que je suis devenue plus régulière. Puis je te dirais que je m'en passerai plus. Là, maintenant, j'aime beaucoup ça. Il y a le côté social qui est quand même le fun, parce qu'on est toutes ou presque des petites mères qui ont une vie de famille, puis la job, tout ça. Fait que ça nous permet de décompresser puis de relaxer, dans le fond, 1 à 2 fois par semaine. Puis c'est sûr que j'ai joué au baseball quand j'étais jeune, fait que moi, le baseball, j'ai toujours aimé ça. Cogner des balles assez loin, je te dirais, c'est mon passe-temps favori, j'adore ça. Mais non, j'aime l'aspect, comment je peux dire ça, un peu amical du jeu. Parce que, tu sais, on n'est pas là pour compétitionner, dans le fond, on est juste là pour bouger puis avoir du plaisir ensemble. Fait que, non, je te dirais, tout l'aspect plaisir, j'aime beaucoup ça. Dire des niaiseries un peu. Bien, moi, dans le fond, j'ai commencé à jouer l'année passée. Ça fait quand même plusieurs années que je joue au baseball. J'ai commencé quand j'étais jeune, mais c'était vraiment au baseball. Puis après ça, je joue au baseball familial à Saint-Eugène, qui est du softball. Moi, le baseball, softball, j'aimais vraiment ça depuis le départ. Fait que ça a comme
plus augmenté justement ma passion pour ça. C'est un sentiment d'appartenance à un groupe. Tu sais, dans le fond, oui, on a nos amis, notre famille, mais vraiment une équipe de sport, c'est pas pareil. Là. Tu sais, quand on s'en va en tournoi, quand on fait des games la semaine, juste soft contre soft, avoir un petit air lousse, là, pas d'enfant, puis s'amuser dans le fond. Là. Les Soft Girls. C'est une gang de filles qu'on a commencé. Il y a du monde qui n'avait jamais joué de leur vie, comme il y a du monde qui avait déjà joué. Puis on allait là vraiment pour le plaisir. Puis c'est sûr, on veut pas, on s'améliore avec le temps, mais c'est vraiment là. C'est pas pour rien que c'est les Soft Girls. On est là pour s'amuser, pour prendre ça relax, puis on joue pour le plaisir. Puis je pense que ça se ressent beaucoup dans... T'sais, même si on joue les Soft contre les Soft, qu'on a des équipes, ben on s'aime, puis on se mixe, puis on a un bel esprit d'équipe. Moi, je dis que c'est ouvert à tous. Là. On a tout commencé à la base. Puis même là, on apprend encore, même si ça fait 4 ans là, qu'on fait ça. Là, c'est la 4e été. Je te dirais qu'encore là, on apprend encore des règlements. Là. Fait que tu sois nouvelle ou pas nouvelle, que tu connaisses rien, on embarque tout le monde pareil. Puis c'est en jouant que tu apprends, veux pas. Là. Fait que, je te dirais que ça me garde en vie pas mal. J'adore ça. Puis on dirait que de le gérer, on dirait que je ferais ça comme travail dans la vie, tellement que on dirait que je ferais tout le temps ça. Puis juste d'aller jouer à la balle, juste de penser, tu sais, qu'on s'en va jouer en gang de filles, ça fait du bien. Puis ça va me faire décompresser du travail de maman ou quand tu as une journée de fou à la job, tu peux aller te défouler là, tu prends une petite bière avec les filles. Cette émission vous est présentée par le bistrot Elle et Louis, fier partenaire de 100% Témis. Capitaine, capitaine, dis-moi pour vrai, si mon cher Willy vogue avec toi. Oh non, ma belle, il est pas ici, car dans ses eaux, il s'est endormi. Oh, réponds-moi, je t'en supplie, j'ai tant d'amour pour mon cher Willy. Oh non, ma belle, il est pas ici. La mer l'a pris au creux de son lit. Donne-moi une chaise pour m'asseoir, une plume de langue et un écritoire. À chaque mot tombe une larme, sur chaque page pleure mon âme. Capitaine, donne-moi un bateau à l'aube au large, j'irai très tôt trouver mon amour, mon cher Willy, là dans ses eaux où il s'est endormi. Soleil est chaud, c'est un peu plus proche. L'école finie, c'est un bout de fête. On va sauter un peu tout croche. Une gang de chums au cap de roche. Une après-midi de pêche sur le lac profond. La ligne à l'eau, on tourne en rond.
qui est à poignée du poisson. Quand on est certain d'enfoncer du bon, l'été au Témis, on le sait, c'est là pour rester. Dans le Far-Ouest du Québec, le party est pogné. L'été au Témis, oh ouais, viens on s'en va fêter. T'auras pas le temps de t'ennuyer, c'est à chaque soirée. La foire gourmande, c'est la rencontre entre des agriculteurs, des producteurs et des transformateurs avec les gens qui vont échanger sur leurs produits. C'est ça la foire gourmande, c'est on déguste nos saveurs qui nous sont propres, nos saveurs du terroir, de l'Abitibi, du Témiscamingue et du nord-est de l'Ontario, avec des activités connexes, jeux gonflables, spectacles, toutes sortes de choses qui gravitent autour de la foire. Mais la pierre angulaire, c'est nos exposants dans le chapiteau principal. Moi, ça fait ma 4e année qu'on fait la foire gourmande. Écoutez, c'était un incontournable pour moi. Je suis vendu foire gourmande, c'est l'événement à voir au Témiscamingue. C'est un rassemblement de gens de l'Ontario, de gens du Témiscamingue, de touristes, qui fait connaître tous les bons produits locaux qu'il peut y avoir en région. Et puis, ça fait un bel événement pour revoir des gens, discuter avec les gens, puis c'est une belle ambiance. Les bénévoles sont vraiment de tout cœur et on est ici, puis ils viennent nous aider en arrivant et tout. Alors, on est vraiment choyés comme exposants. Pour mettre un festival sur pied, ça prend vraiment beaucoup de bénévoles, ça prend un conseil d'administration, ça prend des employés, des rémunérés, ça prend des exposants surtout, ça prend des festivaliers. Donc, tous ces ingrédients-là réunis ensemble, bien, ça donne une belle foire. Pour moi, c'est du plaisir, c'est la découverte de nourriture régionale, c'est la découverte de personnes extraordinaires aussi, avec, entre autres, moi j'ai eu l'occasion d'animer toute la fin de semaine les cuisines en action CKVM et on a les 2 présidentes d'honneur qui sont venues nous offrir des recettes vraiment extraordinaires et on a pu découvrir de très, très belles personnes avec ces 2 présidentes d'honneur. J'ai été invitée en 2011, oui, c'est ça. Ça fait déjà 6 ans de ça. Et puis, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Lorsqu'on m'a invitée, moi, l'Abitibi-Témiscamingue, je voyais ça un peu comme un bloc. Là, j'arrive à Ville-Marie. J'ai vraiment été charmée par le paysage, le lac, les champs et puis les gens. L'énergie, le dynamisme des producteurs, des artisans, la solidarité rurale ici, c'est vraiment une expression qui prend tout son sens. Et lorsque j'ai visité le grand chapiteau, c'était très beau et les produits étaient tellement bons, bien faits, mais j'étais surprise. J'étais surprise aussi de voir la quantité de bénévoles qui venaient. C'était ça, c'était une démonstration, tout le monde sont ensemble puis on veut que ce soit un succès. On veut faire découvrir nos produits. Alors, quand ils m'ont rappelé, c'est sûr que j'ai dit oui parce que j'avais vraiment gardé un bon souvenir. Puis là, je vois en 2016 que c'est la même chose. La même chose qui se passe, une énergie formidable. Et puis, des produits qui continuent juste à s'améliorer. Desjardins s'investit depuis plusieurs années dans la foire gourmande pour soutenir les agrotransformateurs, les agroproducteurs de notre région, d'Abitibi, du nord-est ontarien. Ce qu'on veut via l'événement, c'est que les gens découvrent nos produits régionaux, découvrent la qualité de nos producteurs d'ici, puis qu'ils en fassent une renommée, dans le fond, là, une étiquette témiscamienne, abitibienne, puis du nord-est ontarien, là, puis qu'on puisse, dans le fond, développer notre créneau alimentaire ici là, et à l'extérieur. J'aime les produits régionaux. Je suis en amour avec nos produits ici qu'on a au Témiscamingue, en Abitibi, au nord-est ontarien. Écoute, c'est des beaux produits, on doit les mettre en valeur et je trouve que ce festival-là, c'est parfait pour ça. C'est la rencontre, l'échange qu'on peut avoir, l'accès privilégié avec les producteurs. On peut leur parler de d'où est venue l'idée de leur entreprise, comment ils ont fait avec leurs produits pour arriver à ce produit-là, qu'est-ce qu'ils nous proposent, comment le cuisiner, de quelle façon je vais aller maximiser les saveurs avec leurs produits. C'est ça qui est un point idéal pour moi.
C'est une entreprise que je gère depuis 15 ans. Je voudrais que je pense sur à peu près n'importe quoi. Mais entre autres, maintenant, depuis presque 4 ans maintenant, j'ai des collections de vaisselle que je distribue dans les boutiques, dans pas mal toutes les boutiques de la région. Et puis la foire gourmande, quand remonte votre première expérience? Ça remonte à il y a 3 ans, mais ça a été la seule. Alors maintenant, je récidive et j'espère bien être là aussi l'an prochain et les années d'après parce que j'aime bien ça, l'ambiance, c'est vraiment le fun. Ouais, et pourquoi vous aimez venir à la foire? Bien, parce qu'il y a beaucoup de monde, on a une belle visibilité, puis les gens sont contents. Les gens viennent ici pour avoir du plaisir. J'ai l'impression vraiment de vendre du bonheur. L'aspect culturel a pris beaucoup plus de place maintenant avec un éventail de shows musicales de qualité, ce qui fait qu'on rejoint encore davantage de gens et au lieu de simplement venir déguster des bouchées, on vient déguster le Témiscamingue. Donc, on vient voir de la musique, on est bien accompagné, une bonne bière, un bon vin qui est fait ici au Témiscamingue, avec des bouchées qui sont faites chez nous. Donc, c'est vraiment un tout maintenant. Merci, je les connaissais déjà avant aujourd'hui. J'ai des bons amis qui sont dans le groupe. Je suis très fier de ce qu'ils font. Puis encore hier, ils nous ont prouvé pourquoi ils grandissaient bien en tant que groupe et pourquoi le monde les aimait autant régionalement que plus au travers de la région, parce que là, ils commencent à prendre l'expansion eux autres aussi. Donc, vraiment, très bon choix encore. En show, on le voit beaucoup. On est là pour animer la foule, pour faire danser tout le monde. Tu sais, puis quelque chose d'énergique, c'est ça qu'on essaie. Puis c'est sûr qu'en faisant des shows, on a eu la chance l'année passée en fait, de faire plusieurs spectacles. Puis même cette année, tu sais, qui est un bagage essentiel en fait en tant que musicien. Tu croises du monde, tout le monde est chaleureux, tout le monde a du plaisir à être ici. Fait que, oui, non, c'est vraiment cool. Il y a une belle vibe, une belle couleur, je trouve, dans le chapiteau. On a du fun en masse. Le bleu puis le blanc, moi j'aime bien ça. Ouais, c'est ça. Fait que, on va avoir du fun, on va faire danser tout le monde. On va lever la foule avant qu'il vienne parents, puis je pense que ça va donner ce qu'on veut que ça donne. Tu te souviens de mon passage, si la vie prend la main. Et puis demain, un spectacle pour enfants de marionnettes aussi, des bas de laine géants. Donc on invite les enfants à venir voir ça demain. Belle évolution qui a duré 15 ans et qui continue à croître là, avec cette année, la conversion au bracelet numérique là, qui est géniale, donc c'est vraiment super. Je trouve ça très convivial. C'est un ralliement familial, un ralliement de jeunes avec les vieux. C'est l'occasion pour se défouler, pour s'amuser et avoir du plaisir. C'est un beau festival parce qu'on mange bien, parce qu'il y a des amis, parce qu'il y a de la boisson, parce qu'il y a des bons shows, parce que les gens sont sympathiques, parce que pour plein de raisons différentes. Fait que pas de limite, on goûte à tout, on sort le ventre plein, on se divertit en plus avec les spectacles. Bien, on amuse les gens, hein? Donc on leur fait des petites jokes ici et là, on leur donne des cadeaux aussi, on donne des produits régionaux, on les divertit par nos spectacles. Je pense à Foire Gourmande, je pense beaucoup de gens curieux, intéressés à venir goûter à tous nos beaux produits faits par des producteurs. Parce que tout est délicieux, le gisement, la chocolaterie et tout. Comme on peut voir, ça permet aux commerçants de vraiment montrer que le savoir-faire et leurs produits régionaux aussi. Puis je trouve que c'est important d'encourager la région. C'est vraiment un peu ce qu'on a au Témiscamingue, puis c'est bien de le faire valoir. Alors, comme par magie, on s'est téléporté, radioporté au Blue Bayou à Ville-Marie et je suis en compagnie de Francine Marcotte et Micheline Falardeau. Bonjour! Allô! Bonjour! Blue Bayou, dans le fond, ça existe depuis 3 ans, l'atelier ici, ce qu'on peut voir derrière la cabane. nous. La oui, cabane. La cabane des arts. Donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi le Blue Bayou? Qu'est-ce que c'est le Blue Bayou? Pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas encore. Ben oui, parce que en fait, ça fait 3 ans que c'est ouvert, mais cette année, je voulais renommer l'endroit et puis je cherchais des noms qui n'existaient pas ailleurs. Puis à un moment donné, je suis sur ma galerie et je dis, c'est une cabane de bayou, ça.
Et on avait déjà fait une inauguration de la maison avec du gros blues, puis on avait dit c'est un bayou, la sorcière du bayou qui restait juste à côté. Puis en même temps, j'ai commencé aussi à réfléchir avec le sens de l'art et du bayou, tu sais. Alors moi, j'adore la musique. Ce que j'aime du bayou, c'est vraiment ces gens-là qui se rencontraient sans avoir eu de conservatoire en musique, on s'entend, qui trimaient dur durant le jour, l'art faisait partie de la vie. Je pense, tu étais un enfant, tu sais, je veux dire, tu apprenais sur le tas avec les gens. Bon, j'aimais ça, que ça soit aussi sans prétention. Et c'était vraiment une cabane qui tombait en ruine à l'origine, là. Elle a été bien, bien retapée. Donc, c'est ça. Le bayou, pour moi, c'est inspirant et c'est aussi la chanson de Roy Orbison, pour ceux qui la connaissent, qui s'appelle Blue Bayou, qui est une chanson des années 50, là, qui est très romantique et que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la cabane du Blue Bayou? On retrouve le travail de deux artistes qui travaillent sans prétention, des gens, je veux dire, des gens accueillants et ce qu'on voulait faire aussi. Parce que Blue Bayou, pour nous, ça représente le partage. Ça représente le rassemblement des gens, c'était des gens qui vivaient un peu dans la misère, des ouvriers. Et le soir, ça rassemblait pour faire de l'art, pour faire de la musique, parce que pour eux, c'était un moyen d'oublier leur misère. Et nous, c'est ce qu'on voulait, accueillir les gens et créer un lien de la communauté. Les gens qui viennent nous parlent de leur passion et nous, on leur parle de notre passion. Oui. C'est un échange, c'est un partage et c'est ce qu'on voulait vraiment, là, rassembler la communauté. C'est un lieu qui est très polyvalent, en tout cas que je veux polyvalent. Et en fait, là, on dit l'atelier Blue Bayou. Je misais vraiment sur atelier avant galerie d'art, OK? Parce que moi, c'est clair que tu rentres sur les lieux de travail. Quand on rentre, il y a des pinceaux, il y a de la peinture. Donc, il y a de la création qui se fait là. Absolument. En rentrant, il y a deux sections. Donc, dans la section atelier qui est un peu bordel, on est en train de peindre. On voudrait que les gens ils voient le matériel, ils nous voient aussi en train de travailler. Et on peint ensemble. Alors, chacun de notre côté, on s'arrête, on parle de nos créations, on s'échange des articles sur l'art. On s'échange des commentaires, des différents points de vue. Et ce qui nous fait vraiment plaisir, ce qu'on entend des fois dire quand les gens rentrent, dire « on se sent bien ici ». Fait que ça nous fait vraiment plaisir et c'est vraiment notre objectif à ce moment-là qui est atteint, de dire que les gens, ils sentent bien. C'est ce qui fait aussi différent de, quand on peint, on est tout seul dans l'ombre, on expose, tu mets tout beau pour un vernissage, puis après ça, pouf, l'artiste est disparu, tu comprends? Mais ça, l'idée, c'est vraiment plus aussi de dire, OK, d'échanger. Ah, vous faites de la peinture, vous aussi. De partager avec les gens. Ah, bien, puis parfois même, Micheline, elle montre ses techniques, regarde comment vous avez fait ça. Puis, tu sais, c'est enrichissant, là. Oui, puis dans le Blue Bayou aussi, il y a une partie galerie, c'est sûr. Oui. Là. Il y a à peu près où on peut acheter des œuvres. Peut-être, oui, une cinquantaine de tableaux. La mission n'est pas de vendre, mais pas du tout. La mission est de partager. Puis justement, si on axait ça sur un magasin, mettons que ce serait pas pareil. On ne veut pas perdre, la liberté aussi d'explorer puis de présenter des choses qui ne sont pas nécessairement conventionnelles. Tu comprends? C'est vraiment de se laisser la libre expression dans notre travail. Il y a une guitare qui traîne. J'aimerais ça faire des soirées de poésie. Donc, il y a pas les idées manquent pas, là. C'est mon refuge, hein, parce que tu comprends bien que dans la maison, il y a 5 enfants, en tout cas cet été. Fait que ça, c'est aussi la place où je vais, puis je mets des plugs complètement, là. Bien, c'est ça. Puis le but, c'est pas de montrer juste des produits finis. C'est de montrer le processus, la création. Souvent, des fois, on envoie ce Blue Bayou des toiles qui sont en création. Et ensuite, on montre le produit fini. Et c'est ça qu'on aime, là, de montrer aux gens qu'il y a tout un travail derrière une toile que souvent on oublie. Tu sais, on voit la toile finie, on dit « Wow, c'est beau », mais on oublie tout ce qui a été fait en arrière. On la montre quand elle est aussi. Bien, c'est ça. C'est ça, c'est bon, ça. Mais tu sais, c'est de pas vouloir dire « Regardez, il y a beaucoup de travail en arrière de cette toile », mais c'est plutôt de dire « On vous partage notre création ». On vous partage nos idées, là. C'est vraiment ça que... Je suis convaincue que ça doit être intéressant de venir vous voir, jaser avec vous. Mais juste avant de vous quitter, j'aimerais qu'on parle, Francine. Tantôt, tu disais, il y a souvent une guitare qui traîne là. La musique fait aussi partie de ma vie. On t'a entendu jouer. C'est quelque chose aussi qui prend beaucoup de place, la musique. C'est un...
je te dirais peut-être une autre passion avec des amis, avec la famille? Bien, je me disais, si j'avais à recommencer ma vie, je pense que je ferais une musicienne qui ferait de la peinture à côté. Mais bon, tu sais, oui, la musique, pour moi, c'est important. Bien, je pense que j'ai beaucoup négligé parce qu'on a un travail, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a plein d'affaires à s'occuper, puis c'est comme tout le monde, là. Mais c'est le fun de pouvoir continuer, tu sais. Donc oui, je suis pas très bonne, mais j'aime ça vraiment avec passion, autant, sinon plus que l'art, que la peinture. Ouais. Et avec qui tu joues principalement? Bien là, je gratte la guitare avec Josée, ma voisine, qui est la sorcière du Bayou, en passant. OK. Elle n'est pas là, elle ne voit pas. Oui, c'est ça. Et bon, avec, je veux dire... Ta fille aussi, ma je fille, crois. oui, ma belle petite fille qui chante merveilleusement bien. Puis c'est ça, ce serait le fun de peut-être pouvoir faire de la musique. On lance-tu des messages, là? Oui, on lance des messages, on est ici pour ça. Oui. Bien, ça va être un plaisir de t'écouter, de t'entendre jouer aussi. Merci à vous deux. Beaucoup. Merci. Merci. Alors, c'est déjà tout pour 100% Témis. Merci d'avoir été avec nous, que ce soit à la télévision ou à la radio. Merci à nos collaborateurs pour ce projet, soit le Journal Le Reflet et CKVM. Et un merci aussi tout spécial aux gens qui nous ont accueillis, soit le Blue Bayou, le Domaine Breen, la Frite au Bec à Notre-Dame-du-Nord. Merci au Meuble à Traverse pour l'ameublement. Et un merci tout spécial et tout particulier à mon équipe, l'équipe de TV Témis, parce que sans eux, cette émission n'aurait pas été un tel succès. Et je nous souhaite j'ai un dernier souhait pour toute l'équipe, c'est qu'on se revoit l'été prochain pour une autre édition de 100% Témis. À bientôt. Guarda la bella luna, che bella. Nous serons amoureux tous les deux. Guarda la bella vida, che bella. Faisons une place pour cette liberté. Et tant il y aura des étoiles, nous n'aurons jamais peur du noir. Et si le temps nous jette un regard, je sourirai jusqu'au petit jour. Guarda la bella luna, che bella. Nous serons amoureux tous les deux. Guarda la bella vida, che bella. Faisons une place pour cette liberté. Et lorsque le soleil se lèvera, l'aurore dévoilera sa beauté. Et comme la brise sur un lac d'été, je soufflerai un
Bravo!